Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Eh bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et on est très heureux de vous retrouver comme à chaque fois de la station régionale d'Oran, où il sera question de parler d'une journée mémorable aujourd'hui, puisque le 18 février correspond à la journée nationale du Chahid. Donc on aura des invités, alors on aura la présence du CRASC avec Al-Jilali Houriya. Alors elle nous parlera de cette journée mémorable et de la contribution de la femme algérienne pendant la Révolution, et aussi elle va nous annoncer une très belle journée qui va être célébrée le 28 février au CRASC. Et bien sûr, on ira vers la rubrique de droit où il sera question de parler des droits de l'homme aujourd'hui avec notre spécialiste juridique Sabar Djamila. Et bien sûr, on va recevoir, et on a l'immense plaisir de partager le plateau avec une très grande maquisarde dont le nom est gravé dans la mémoire de tous les Algériens, puisque c'est Madame Fatiha Zemmouchi qui sera présente avec nous. Et bien sûr, on ira vers l'université Oran 2 avec la présence de Monsieur Kouidri Mohamed. Alors lui aussi, il va nous parler de cette très belle journée, mais aussi la journée mémorable du 18 février, où il sera question justement d'en débattre avec Monsieur Kouidri. Et bien sûr, on finira en beauté, puisqu'on commence en beauté avec l'artiste Faisal El-Hachmi, qui lui, il sera présent avec nous, où on va découvrir ce jeune artiste. C'est un chanteur, et vous allez le découvrir avec nous tout à l'heure. Mais sans plus tarder, eh bien, on ira tout de suite pour voir un petit peu notre artiste plasticien qui va nous accompagner pendant tout le long de notre direct. Et ça sera Zenasni Boujema'a. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous avez déjà commencé? Hein? Non, pas encore. Non, pas encore. Très bien. Alors, vous allez nous faire un petit portrait, on va dire un grand portrait. De Hassiba Ben Bouali, Inch'Allah. Pourquoi vous avez choisi Hassiba Ben Bouali? Parce que c'est un... Effectivement. Donc, on vous laisse le faire. Voilà. Très bien. Donc, on se retrouvera tout à l'heure. Bon courage. Et bien, sans plus tarder, on vous offre cette belle chanson interprétée par Yasmine Belkacem. Eh bien, Min Ajlika Ishna Ya Watani. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك
جيش التحرير وجبهته كان ضوءين بداجينا قال في البدء كرامتنا والشعب يسود هنا فينا خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تجينا من أجلك من أجلك يا وطني يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامة المجد مرابعنا والله الحافظ يحمينا يا سائل عرب ملتنا دين الإسلام يؤاخينا هامات المجد مرابعنا الله الحافظ يحمينا من أجلك من أجلك يا وطني المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Eh bien oui, Rabbi yarhamhum, et c'est grâce à eux qui ont sacrifié, qui ont donné de leur vie pour que nous jouissons aujourd'hui de cette liberté tant attendue et à qui on a arraché cette liberté le 5 juillet 62. Et bien sans plus tarder, puisque je suis en compagnie de notre invité, alors qui est chercheur au CRASC, c'est Houriya Djilali, mais juste avant cela, eh bien, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Merci beaucoup, ça va, alhamdoulilah. Marhaba bik. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous. Merci Alors, beaucoup. le 18 février, une date qui a une très grande importance d'ailleurs aux yeux de tous les Algériens. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour nous et pour le CRASC. Concernant cette journée, c'est une journée sacrée pour toute l'Algérie. Car dans chaque maison, dans chaque famille de l'Algérie, il y a toujours un voisin, un ami, un cousin, un parent qui était shahid ou moujahid. Une connaissance. Une connaissance, il y a toujours. C'est une journée sacrée pour toute l'Algérie. Et c'est un symbole de fidélité pour tous les Algériens envers ces chouhada qui ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie soit libre. C'est une journée pour se rappeler, pour ne pas oublier. C'est pour rendre hommage à toute cette catégorie de chouhada qui ont tout laissé, leur terre, leur mère, ils ont tout laissé tomber, leur famille, leurs parents. Exactement, leurs parents, et ils ont laissé de côté leur vie. Oui, oui, c'était un sacrifice extraordinaire. Ils ont tout laissé pour la cause nationale. Leur but était la liberté, justement. L'amour du pays, on ne peut pas l'égaler à un autre amour. L'amour du pays, c'est qu'on peut donner de notre vie, comme ça, sans réfléchir à une seconde, que voilà, je donne ma vie à mon pays. Voilà. Je le donne à mon pays parce que je suis fière d'appartenir à ce pays et appartenir à cette nation. Voilà, c'était un amour. Inconditionnel. Inconditionnel. Il y avait entre eux une élite. Il y avait des journalistes, des médecins, des infirmiers, des écrivains, des journalistes. Ils avaient tous le même but. Il y avait aussi des femmes au foyer, des étudiants qui avaient laissé leurs études. Ils ont tout laissé tomber pour que l'Algérie soit libre. Ils ont choisi le maquis, tout simplement. L'Algérie libre et indépendante. C'est pour cela qu'on a un but, nous. C'est de sensibiliser la génération montante, la nouvelle génération à aimer ce passé. Effectivement. Pour aimer ce présent-là. Oui. Il faut l'aimer, il faut mettre l'accent sur l'importance de l'histoire, des acteurs de l'histoire. Justement, parce que l'histoire et le passé a son importance afin de construire l'avenir. L'avenir. C'est pour ça que cette journée est vraiment sacrée. Pour tous, pour nous tous, pour nos enfants, pour nos familles. Il faut se rappeler, il faut mettre
en évidence toute cette période Alors vous, importante de en- l'histoire d'Algérie. Très bien. Alors vous, en tant que chercheur, d'ailleurs, vous avez quand même, on va dire, pas mal cherché dans cette histoire de l'Algérie qui a fait beaucoup parler d'elle quand même. Donc le monde en témoigne d'ailleurs. Alors quel est l'impact justement de cette journée mémorable sur la jeunesse et sur l'avenir de la jeunesse algérienne? En principe, cette journée, c'est pour mettre l'accent, comme je l'ai dit, sur l'histoire de l'Algérie. C'est pour les inciter à lire, à connaître plus ces moujahidines, ces chouhada. Justement, quand vous avez parlé de Fatih Azemmouchi, ça m'a fait plaisir, moi, parce que j'ai travaillé sur ses travaux. Elle a écrit sur... J'avais, dans ma thèse de magistère, le thème, c'était Zaddour Belqasem Brahim, le Mhaji. Oui, C'était une élite d'Oran. effectivement. Un journaliste. Un grand nom, d'ailleurs. Un grand nom, voilà. Un fils d'un grand cheikh Cheikh. d'Oran. Exactement. Et j'ai travaillé sur des témoignages qu'elle avait écrits sur la madrasa del Falah. Effectivement. Donc ça m'a donné... Puisque son père, Cheikh Azemmouchi, voilà. Rabbi Ça nous yarhamou, le fait shahid. revenir et repartir, chercher, fouiller dans l'histoire. C'est très important et c'est vraiment magnifique de travailler sur l'histoire des personnes, des acteurs, des noms comme ça dans l'Oranie, à Oran, travailler sur le Kashafa, les scouts musulmans, travailler sur les associations dans l'Oranie, toute l'Oranie. Il y avait plusieurs associations, plusieurs acteurs dans ces associations-là, comme Raouti, comme Brixi, comme le Restan, des noms qu'on entend maintenant, mais qu'ils avaient un grand rôle dans cette période-là, surtout entre les deux guerres. Effectivement. Après, c'est pendant la guerre où les scouts musulmans ont travaillé, ont créé plusieurs clubs de scoutisme Le scoutisme. pour cacher ou bien pour... le PPA était clandestin. Oui. Les scouts avaient Rattao. Ah d'accord. Voilà, Très bien. voilà, Donc voilà. ils ont eu le dessus, on va dire. Ils Voilà. ont essayé un petit peu De continuer. de continuer. On voilà. avait besoin de continuité de travail militaire. Ils l'ont fait, ces jeunes-là. On s'est basé sur la jeunesse. C'est pour Et ça on- qu'on s'intéresse aux jeunes. Effectivement, parce que on s'intéresse aux jeunes et l'Algérie d'ailleurs c'est un pays jeune. Voilà, Donc on va dire que même les maquisards d'antan, ils avaient à peine la moyenne d'âge entre 20 et 30 ans. Ils étaient dans la vingtaine. en Exactement, général. ils étaient dans la vingtaine. Et on a eu même des enfants, Ouais, des enfants de ouais, 10, ouais, de 10 ans. De 10 ans qui te transportent un couffin avec plein de trucs voilà, militaires. plein de Voilà, trucs pour, voilà. comme on dit en arabe, يوصلهم Voilà, de voilà. ville à ville aussi. Ils étaient tous concernés. C'est pour ça que le sentiment de la patrie, on le sentait. En voyant ce qu'ils ont fait pour l'Algérie. Il y avait des femmes qui recevaient les moujahidines, qui Effectivement, préparaient c'est les dîners, qui couvraient, qui كانوا يوفروا لهم. Oui, Le- on leur consacrait. Voilà. C'était des sacrifices familiers. Tout le monde le faisait. Les femmes, les enfants, les jeunes, tout le monde était concerné de cette révolution, de cette guerre qui avait un but, la liberté, tout simplement. Très bien. Donc, on a parlé un petit peu de la contribution de tous les Algériens, y compris les enfants. Donc, on va parler aussi de la contribution de la femme algérienne, d'ailleurs, qui, elle aussi, a donné de sa vie à cette patrie, qui était aux côtés de l'homme. Il n'y avait pas de différence entre la femme et l'homme pendant la Révolution. Justement, la femme algérienne a milité dans sa maison, avec ses enfants, avec son mari, dans le Jbel. Elle était Effectivement. militante, elle était infirmière, Effectivement. elle cousait les drapeaux. D'ailleurs, quand vous avez dit, d'ailleurs, vous m'aviez tendu une très belle perche. Donc, il y a un très grand nom de l'Oranie, c'est Zahra Ben Yahya, qui, elle a déserté, on va dire, elle a quitté chez elle et elle est montée au Jbel où elle a suivi une formation d'infirmière pour pouvoir un petit peu contribuer et donner justement son aide aux maquisards du Jbel. Elles étaient formées pour ça. Elles avaient un but, c'est aider les moujahidines. Effectivement. Avec le temps, elles sont devenues moujahidettes. Elles sont allées au maquis, elles préparaient, comme je l'ai dit. Elles cousaient, les drapeaux étaient cousés par les femmes algériennes, par les jeunes filles, les lycéennes. Les femmes qui étaient, les étudiantes qui ont tout laissé tomber, les études et tout, pour militer
avec les autres militants. Ces femmes-là voulaient aider, voulaient que l'Algérie soit libre pour leurs enfants, pour leurs familles. C'est ça, c'était le but. Le but, c'était la liberté. Oui, tout c'est simplement. vivre en liberté chez nous, dans notre pays. Eh bien, on va passer à un autre volet, justement, puisque le CRASC organise tout le temps des journées qui ont quand même leur, on va dire, leur signification. Donc, justement, il y a une journée qui se prépare le 28 février. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, merci beaucoup. Le CRASC, c'est le centre du CRASC, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, s'est toujours intéressé sur les thématiques de l'histoire, justement, de la mémoire, de la société, de l'anthropologie. Et c'est dans le cadre des manifestations scientifiques qu'il organise qu'on va organiser une journée d'études programmée et organisée par le projet de recherche chapeauté par M. Hamdadou sur les lieux de mémoire dans l'Algérie pendant la période ottomane. C'est magnifique. Il va falloir le recevoir sur le plateau. Oui. Il y a plusieurs projets extraordinaires dans le CRASC. Justement, cette journée sera intitulée « Oran, ville de savoir et de coexistence ». Wahran, Medinat al-Ma'rifa wa al-Ta'ayush. Dans cette journée-là, qui est à l'occasion du 229e année de la libération d'Oran. 2 siècles et 29 ans. Oui. Une grande période. Oui. On va discuter d'Oran, la belle ville d'Oran, Oran l'historique, Oran la ville littorale. On va parler de son histoire, de ses savants, de ses militants, de son élite qui a été formée et qui a contribué à la libération d'Oran. Il y aura plusieurs sujets qu'on va entamer. Oran et ses hommes, Oran et ses maquisards. Oui, sûr. Oran et sa beauté, Oran et ses lieux historiques. Voilà, c'est très important. C'est pour le 28 février. Vous serez invités, bien sûr. Je serai présente avec une caméra. Je tiens parce que ce sujet, il est très important et très intéressant, surtout pour, on va dire, pour l'histoire de l'Algérie, pas uniquement pour les lieux, justement. Voilà, surtout les lieux. Et les acteurs, bien sûr. On se base sur les lieux et les acteurs. Très bien. Voilà. Alors, ça va se passer le 28 février. Le 28 février, la journée, il y aura... c'est un groupe de travail. C'est un chef de groupe qui prépare cette journée. Il y aura des interventions, oui, il y aura certainement des gens qui vont intervenir dans différents domaines. Voilà, sur Oran, sur cette ville extraordinaire. Très bien. Donc, et ça, c'est le projet qui est en perspective. Qui est en perspective. Et justement, il y a eu une journée qui vient juste de finir. La mémoire. La mémoire, exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On a parlé dans cette journée-là de la mémoire, la question des enjeux de la mémoire dans l'Algérie. On a discuté sur les archives. Qui sont très importants, les archives. Voilà. On se base sur les archives, de la contribution des chercheurs, des historiens dans cette mémoire, de l'importance du témoignage oral dont on travaille, on a besoin de travailler avec, de l'importance des écrits et de l'école nationale d'écriture pour l'histoire d'Algérie. Tout ça étaient des sujets, des thématiques qu'on a discutées pendant cette journée. C'était très important. Et il y aura d'autres journées sur la mémoire et l'histoire d'Algérie, plus d'autres thématiques. Je parle de l'histoire parce que je suis historienne. Eh bien, de toutes les façons, nous, on est présents. Donc, vous n'avez qu'à donner un tout petit coup de fil. Et comme ça, on viendra, pourquoi pas, couvrir ces journées qui sont très importantes. C'est un honneur pour nous. Et bien sûr, les recevoir sur ce même plateau pour en débattre. Eh bien, on passe le bonjour aussi à Monsieur le Mstari. J'espère qu'il est en train de nous regarder. Et merci beaucoup d'avoir été là avec nous. C'est un honneur pour nous aussi, madame. Merci. Eh bien, sans plus tarder, on ira vers Mostaganem, découvrir le musée de Mostaganem. Eh bien, un sujet signé notre journaliste Selim Skandar. Et on se retrouve juste après. Je veux un nom. Vas-y. Parle. Vas-y. À l'occasion de la journée nationale du Shahid, nous nous sommes rendus au centre de torture, désormais musée du Moudjahid à Sidi Ali, un lieu qui raconte encore les horreurs commis par le colonisateur durant la guerre d'Algérie. هذا المكان هنا
الاستعمار الغاشم كان يخصب الجزائر وطنه، كان يدخل الجزائريين هنا كالهوايش، يدخلوهم هنا يبطحوا ليه، من يبطحوا ليه يكتبوا له كرعيه بالخيط هذاك تاع تريسينتي، بالخيط ماشي بالطرف ولا بالخيط، ويديروا الكروشي بين الكرعين ويجروه على فمه على وجهه ويعلقوا له راسه في الارض اللي بالسما. والكمبورت تاع المليه ملانانا تاع 100 لتر ويهودوه فيه، ملي من يهودوه فيه يعمروا له كرشوه، من يعمروا كرشوه الراجل تدخلوا الموت، يعاودوا يخرجوه من الماء يعبسوا على كرشوه يروح تولي له، والزبل يخرج يولي ذاك الكمبورت ملانا رايب، الزبل يولي رايب، يشربوه لبعضهم بعض بالسيف. هنا نساو رجال يعذبوهم يقولوا ورينا الفلاقه وين راح، يقول لهم انا مانيش فلاق، يقولوا بالسيف فلاق يعذبوهم. اغلبيه تاع الناس من السبت للسبت يدوا 10 11 من السبت للسبت للغابه يقتلوهم. شيد هذا المركز بعد معركة حاسمة بين جيش جبهة التحرير والمستعمر الفرنسي دامت 3 ليالي ب3 أيام بلياليها بقيادة محمد الجبلي. بعدها تيقن المستعمر الفرنسي الدعم الذي كانت تقدمه أهالي هذه المنطقة للمجاهدين والثوار، فشيدت هذا المعتقل لقهر سكان المنطقة والأهالي. من بين الطرق نتاع التعذيب اولا عندنا زنزانه مخصصه للاعتقال الجماعي، بحيث ان كانوا يوضعوا في زنزانه ضيقه تتسع ل 30 معتقل، وكانت السلطات الاستعماريه توضع في هذه الزنزانه ما يقارب 80 معتقل. انتم خدموا بلادكم سقموها ولا ما بغيتوش، فرنسا مازال طامعه، مازال طامعه ومازالوا عندها الناس ومازال غايرتها الجزائر كون تسيب تهبل تولي كون تسيب. فرنسا باغي تسمع الحسب الجزائر غنات. Et reste le musée du Moudjahed de Sidi Ali, un lieu de mémoire pour pérenniser tout le sacrifice des valeureux combattants algériens pour l'indépendance de l'Algérie. Eh bien, merci beaucoup Salim Skandar. Vous nous avez fait une très belle visite du musée du Moudjahid de Mostaganem. Eh bien, les droits de l'homme, ça va être la question aujourd'hui avec notre, on va dire, notre juriste. Ah oui, bonjour. Notre avocate à la cour. Saval Jamila, bonjour. Bonjour. Eh bien, merci de vous retrouver chaque jeudi. C'est un plaisir partagé. Donc, Très bien. Alors, qu'est-ce que les droits de l'homme? On entend parler des droits de l'homme, etc. Mais des fois, on se pose la question, qu'est-ce que les droits de l'homme? Tout à fait. Donc, généralement, quand on parle des droits de l'homme, on fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est quoi la Déclaration universelle des droits de l'homme? C'est une déclaration qui a été faite, signée par pratiquement 56 pays, dont 8 se sont abstenus, donc en matière afin de protéger tous les citoyens de la Terre. Parce que généralement, il y a certains citoyens, au niveau de leur pays, ils n'arrivent pas à avoir leurs droits. Donc, où ces pays sont colonisés, ou même s'ils sont indépendants, donc leurs droits sont bafoués. Donc cette déclaration a été faite en 1948. C'était juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et donc, et ils avaient peur parce qu'il y avait les prémices de la guerre froide qui se faisaient apparaître. Donc ils avaient peur qu'il y ait une troisième guerre ou autre. Et donc ils ont signé, ils ont décidé. Et qui était à l'origine de cette déclaration universelle des droits de l'homme? C'était Leonard Roosevelt. C'était la femme du président américain Roosevelt. Avec Maître Cassin, qui était un avocat et un droit en matière de droit international et tout. Donc il y avait cette déclaration qui a été lancée en matière. Donc cette déclaration, elle est scindée en deux volets. La première volet, ça touche les droits civiques et politiques. Le deuxième volet, ça touche les droits économiques, sociaux et culturels. Donc pourquoi? Mais ce que je tiens à dire, quand on parle de droits de l'homme,
cette déclaration n'est pas venue comme ça du néant. Donc, cette déclaration a des origines. Effectivement. Alors, si on revient, moi, je parlerai du fameux code de Hammurabi, qui date de 1750 avant Jésus-Christ. Ah, quand même. Ah oui. D'accord. Donc, qui parlait déjà à l'époque des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de la propriété. C'était en quelle année? 1750 avant Jésus-Christ, le fameux code de Hammurabi. Voilà, Hammurabi, ça veut dire le parent guérisseur. C'était le roi de Babylone. Voilà. Donc, toute cette déclaration venait d'ici. Elle a des origines et s'est inspirée de là. Elle n'est pas venue de néant, donc du néant plutôt. Donc, il y avait ça. Ensuite, il y avait la Convention de Genève aussi. Donc, concernant le traitement des prisonniers de guerre. Des prisonniers, effectivement. Voilà. Ensuite, il y a eu pas mal de conventions. Ensuite, à travers cette convention, actuellement, il y a un nouveau concept. On ne parle plus de droits de l'homme. On parle droit de l'humanité. Pourquoi? Voilà. Oui. Voilà, donc ça a changé, c'est comme... Alors pourquoi? Parce qu'ils disent que l'homme, c'est un peu sexiste. C'est-à-dire quand on parle des droits de l'homme... D'accord, donc on dit homme et femme. Voilà, donc ils pensent que c'est juste pour l'homme. Alors que non, l'homme, c'était en général... Ils ont préféré changer, donner un nouveau concept aux droits de l'homme et l'appeler droit de l'humanité. Voilà, c'est comme le genre, le nouveau concept de genre. On ne parle plus de hommes et femmes, on parle du genre. Du genre, voilà. exactement. Il y a un autre concept aussi qui est sorti, le féminicide aussi. Hein. Il y a beaucoup de nouveaux concepts qui apparaissent. Voilà. Donc, alors, on revient de quoi il s'agit. C'est quoi le droit de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand on va pour demander, revendiquer devant une... Parce que Cour de justice internationale, voilà. Il y a la Cour pénale internationale et il y a le TPI, le tribunal pénal international, et il y a la Cour pénale internationale. C'est un monde. Ah oui, tout à fait. On découvre avec vous. Hein? Et chaque instance judiciaire a ses codes, ses procédures. C'est comme une plainte. Quand on est chez nous, on va devant un tribunal, on a envie de déposer une plainte. D'abord, il faut avoir la qualité et l'intérêt. Ce qu'on appelle... Justement, j'allais vous poser la question, à quel moment peut-on faire intervenir justement les droits de l'homme? Alors quand on les est dans son pays, quand on n'arrive plus à avoir ses droits dans son pays, donc on fait appel à une institution internationale. Ah d'accord, voilà, qui intervient. Voilà, donc tout simplement, quand on n'arrive plus à avoir ses droits dans son pays, quand on est lésé, quand les droits sont bafoués, ou quand, c'est-à-dire là, on fait appel à une instance internationale pour intervenir. Et avant la déclaration, elle n'avait pas un poids, c'est-à-dire contraignant, c'est-à-dire elle n'avait pas un poids juridique, mais maintenant ça l'est, hein, avec le TPI et tout ça. Donc il y a des poursuites, il y a des arrestations, et voilà. Alors qui protège et applique justement ces droits de l'homme? Alors, qui protège, c'est il y a l'organisation l'ONU. Voilà, elle a des structures. Donc, parmi ces structures, il y a la Commission des droits de l'homme. Voilà, donc on saisit cette commission. Donc, d'abord, ils essayent, c'est-à-dire pour arriver à un tribunal international, ils passent par plusieurs étapes. Hein. Voilà, donc il y a cette commission, il y a la plainte qui est rédigée, il faut avoir la qualité, c'est-à-dire les principes de base pour, c'est-à-dire ester quelqu'un, un pays ou une institution gouvernementale en justice. Il faut avoir... Donc cette plainte, elle est étudiée au niveau de cette commission, au niveau de l'ONU. Donc il y a un rapporteur qui est désigné. Et généralement, les juges, ils sont désignés pour 9 ans. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a un rapporteur qui est désigné, il étudie. Donc, il essaye de régler le problème à l'amiable. Donc, s'il n'y a pas possibilité, s'il y a eu torture et mauvais traitement, là, donc, les mauvais traitements. Voilà. Il y a surtout les génocides, les crimes contre l'humanité. Là, on ne fait pas comme le Rwanda. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Oui, effectivement. Voilà. Donc, mais généralement, on voit qu'il y a beaucoup de gens, de pas mal de pays, qui s'intéressent maintenant, qui vont vers ces institutions internationales. Mais des fois, ils sont déboutés. Hein. Donc, il y a une radiation carrément de la plainte. Ah, très bien. Ah oui, oui. Ah, d'accord. Parce que des fois, c'est fait comme ça, juste pour toucher l'image d'un pays ou autre. Alors, comment le droit international protège
mes droits, c'est-à-dire les droits de toute personne du monde entier, on va dire auprès des droits de l'homme. Très bien. Vous avez un petit peu capté Très bien, non, ma non. question. Je vous ai compris. Je vous ai compris, effectivement. Vous m'aviez compris. Donc, c'est à travers cette déclaration de base, là, ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Elle contient 30 articles Oui. qui sont scindés en 2 volets, comme je l'ai cité. Donc, civique, volet civique et politique. Donc, ça devient très contraignant actuellement, hein, parce qu'il y a eu aussi des conventions qui ont été signées internationales par les différents pays, entre autres l'Algérie. Hein. Donc, contre la discrimination de la femme, contre la Convention internationale de l'enfant aussi. Oui. Par l'UNICEF, les conventions contre la torture, voilà, torture même maintenant. Quand on parle torture, on croit que c'était avant. Non, non, ça existe toujours. Même hein. maintenant. Ah oui, 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 oui. Dans certains pays, au niveau, il y a certains pays dictateurs, au niveau de leur service de sécurité et tout ça. Mais il faut prouver ça, hein, parce qu'on ne peut pas déposer plainte comme ça. Justement. Alors, On comment peut pas. prouver ça? Ah Il y a ben des si. documents qui Des appuient justement la documents, demande. les minutes de leur arrestation, leur jugement, leurs arrêts et les traces aussi. Parce que, par exemple, comme nous en Algérie, vous êtes en garde à vue, votre droit constitutionnel et le droit pénal, droit procédure pénale, vous autorise à déjà, quand vous êtes en garde à vue, d'appeler quelqu'un et avant d'aller, quand vous présente devant un tribunal, de consulter un médecin. Ah d'accord, ah ben oui, pour avoir quand même oui, un s'il y a eu- certificat médical, tout à s'il y a fait. eu torture Voilà. Et c'est jusqu'à bon pour les deux l'extrême, on va côtés, dire. que ce soit pour la personne qui était en garde à vue ou pour les services de sécurité, pour prouver que la personne était, c'est-à-dire a été mise en garde à vue dans les normes, en respectant ses droits civiques et tout, donc qu'elle n'a pas été touchée. Donc à chaque fois, après la garde à vue, il y a une visite médicale. Ah d'accord, Ah oui. très bien. Alors, est-ce qu'une personne qui ne représente pas un État, on va dire, juste par exemple, moi j'ai eu un problème avec quelqu'un où on est arrivé justement au problème juridique. Donc, et là, je veux faire intervenir les droits de l'homme. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Bien sûr, parce que la convention, la déclaration internationale des droits, elle part des personnes physiques, comme vous et moi. Ah, voilà. très bien. Il y a les personnes morales, il y a les personnes physiques. Oui. Déjà, on a des représentations en matière de droits de l'homme. On a au niveau étatique. En Algérie, le Conseil national des droits de l'homme, et on a au niveau associatif, donc on a l'Union nationale des droits de l'homme en Algérie. Donc vous pouvez déjà commencer par celle de votre pays pour que ce soit, c'est-à-dire à une échelle hiérarchique. Vous commencez, ensuite vous allez, si vous voyez surtout s'il y a eu torture, c'est-à-dire vous avez vécu même en tant que femme des discriminations. Aussi, donc que ce soit au niveau du travail ou autre, ou il y a aussi, parce que même nous, les gens ne le savent pas, il y a la traite des personnes aussi, que ça existe. On vole quelqu'un, un enfant, une jeune fille, une mineure, on la vend carrément. Ça existe toujours. Hein. Toujours? Mais toujours, bien sûr. Oui. Des on filles, apprend des tous les jeunes jours. filles, oui, kidnappées, et ça existe toujours, la traite des personnes et tout ça. Donc l'esclavage existe toujours. On l'a vu, par exemple, en Europe, en France, ils ramènent des filles d'Afrique ou Effectivement, ou voilà, des filles de l'Est aussi, tout à fait. Elles de l'Inde. C'est les esclaves des temps modernes. Voilà. Effectivement. Voilà. Oui, parce Là, qu'ils sont sous-payés, justement. Tout à fait. Sous-payés. Voilà, leurs papiers confisqués, maltraités. Effectivement. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Très bien. Merci, Sabar Jamila. C'est un plaisir. Eh bien, je rappelle aussi à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par Coral Peinture. Et sans plus tarder, on vous propose un très beau sujet d'ailleurs qui concerne un très grand shahid qui a fait beaucoup parler de lui, c'est Ahmed Zabana. Et on se retrouve juste après avec une très grande maquisarde, c'est Madame Fatiha Zmouchi. Je vous écris sans savoir si cette lettre sera la dernière, et cela Dieu seul sait. Si je subis un malheur, quel qu'il soit, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car la mort pour la cause de Dieu est une vie qui n'a pas de fin, et la mort pour la patrie n'est qu'un devoir. Vous avez accompli votre devoir puisque vous avez sacrifié l'être le plus cher pour vous. Ne me pleurez pas et soyez fiers de moi.
Et en 1926, dans le quartier d'El Hamri, apprit le métier de soudeur et travailla à la cimenterie de la Cado à Saint-Lucien, localité de Zahana actuellement. En 1949, Ahmed Zabana adhère au MTLD et fut arrêté par la police française le 2 mars 1950, où il fut condamné à 3 ans de prison et d'interdiction de séjour. Zabana fut désigné par l'Arbi Ben Mhidi en tant que responsable de la zone Saint-Lucien, chargé de préparer la révolution en munitions et en hommes le 5 juillet 1954. Ahmed Zabana a constitué des groupes à Saint-Lucien, Oran, Temouchent, Hammam Bouhjar, Hassil Ghalla, Shabat et Sig afin de collecter des cotisations pour l'achat d'armes et de munitions. Zabana, en compagnie de Abdelmalek Ramdan, dirigea les opérations d'entraînement militaire ainsi que les techniques pour tendre les embuscades, fabriquer des bombes. Le 8 novembre 1954, lors de la bataille de Rar Boujlida, et après avoir atteint de 2 balles, il fut prisonnier, puis incarcéré à la prison d'Oran le 3 mai 1955. Zabana fut transféré vers la prison de Serkedji pour y être guillotiné. Jugé et condamné à mort, il fut le premier condamné depuis le déclenchement de la guerre de libération nationale à monter sur l'échafaud dans l'enceinte de la prison de Serkedji le 19 juin 1956. Eh bien, de retour sur notre plateau et je suis en compagnie avec une très grande maquisarde. C'est Madame Fatiha Zemmouchi. Eh bien, je suis très heureuse de partager avec vous ce moment, on va dire, d'histoire, ce moment on va dire, de pensée. Ce moment qui est très émouvant d'ailleurs quand vous étiez en train de regarder le sujet sur Ahmed Zabana, c'est que on a senti vos émotions. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette figure emblématique de la révolution algérienne? Tout d'abord, je remercie la télévision algérienne et en principe Canal Algérie de cette invitation. Et je suis très heureuse d'être parmi mes enfants, mes filles et mes garçons. Et je salue tous les Algériens qui habitent hors de l'Algérie. En ce qui me concerne, Zabana, rahimahullah, était jeune quand il a été élève à la Madrasat al-Faleh, la première madrasa de la rue Émile Delors. ثم اللي عرفته كصديق. ومن بعد هذيك المده ما قراش بزاف في مدرسه الفلاح لانه من بعد فهمنا بلي كان مشغول بالسياسه. وزبانا رحمه الله رمز للشبيبه ورمز لمدينه وهران لانه اولا القي عليه القبض وثانيا المشنقه وكان صغير وكان شاب صغير. Justement, il était très jeune. Très jeune, très jeune. رحمه الله ورحم الشهداء معه. Allah yarhamou. Alors, Madame Fatiha Zemmouchi, déjà, vous êtes issue justement d'une famille de maquisards. Vous êtes la fille d'un très grand shahid et un très grand maquisard. D'ailleurs, vous allez nous parler justement de Cheikh Zemmouchi, le fondateur justement de Madrasat al-Falah. Avec plaisir. Cheikh Saïd Zemmouchi
رحمه الله كان اب حنين واب ما نجمش نقول لك الحنانه تاعه، لكن واسفاه ما شبعناش لانه ما عندهش الوقت، ما كانش عنده وقت باش يخلي باش يجي للعائله نتاعه، دائما مشغول. وكي يدخل للمنزل كان اما يوجد درس، اما يوجد خطاب جمعه، اما يوجد ما كانش، كان مشغول بنا بدون ما نحسوا به. وهو اول من رسلوا الشيخ عبد الحميد بن باديس الى مدينه معسكر باش ينشر فيها، باش يمثل جمعيه العلماء وينصر فيها الإصلاح، لأن في هذاك الوقت في 34 كان الاستعمار تابع جمعية تابعها بزاف جمعية العلماء، ونزيدك من جهة الاستعمار وجهة الطرقيين اللي ضد جمعية العلماء واللي ضد الجزائر. ملا كان مسكين بين نارين، كي يسكت عليه واحد ينوض له واحد. قعد عامين في معسكر، ومن بعد الشيخ عبد الحميد بن باديس امره باش يدخل وهران. دخلنا وهران، يا لها من وهران، يا لها من وهران. شاف فيها العذاب الاليم، شاف فيها وهران كانت يعني نجم نقول لك باللي احياها من الظلمات الى النور، لان الاستعمار كان كلامه كل هذوك الشبيبه والشعب كان دايهم للهوات، يدير لهم الوعادي، يدير لهم الزرادي، ويدير لهم بلا بالجهل، وكان الجهل عاميهم. مالا بشويه بشويه بدا يدخل في وسط. Il a commencé à redresser la jeunesse dans le temps. Surtout redresser. Et après ça, il a كون جمعية الفلاح، لاسوسياسيون الفلاح اللي متكونة من أعوان تاع مدينة وهران، منها المرحوم سويح الهواري، الجلالي بريكسي، الغوثي دلال، هذو كاع كانوا أفراد جمعية الفلاح، وكانوا من الأولين من أسسوا جمعية الفلاح. جمعية الفلاح كانت المدرسة تاعها الأولى في لاغير إيميل دولور، من شويه في مدينه جديده مقابله ليسي بن باديس. لو فيلاج نيغر دون لو فيلاج نيغر دون طون. مالا هذاك الوقت ضيقت، ولوا المصلحين ينتموا لجمعيه العلماء، ضيقت، فكروا باش يبنوا مدرسه. قعد الاب الله يرحمه يلم في المال باش يبني هذيك المدرسه. جات مناضله ومجاهده الام حليمه بن سعيد من تيموشنت، وهي ام الشهيدات في وهران. قالت لها الشيخ انا راه عندي مال نقدمه لك باش نشروا الارض. اشترات هذيك الارض تاع دروك اللي راهي في Elle est très connue. القايدة حليمة ربي يرحمها. لا ماشي القايدة حليمة، نو ماشي القايدة. حليمة ام الشهيدات، حليمة هذه من تموشنت، وكانت من اول النساء اللي دخلوا في مدرسة الفلاح. داكور. ايوه لا ماشي، اما لو قلت لك. وهذه حليمة كانت مركز، هي تسكن في سانتوجين في ذاك الوقت كانوا فيها غير يسكنوا المستعمرين، مالا هي غمنت فرصه باش تشري وتسكن ثم. هي اول مراه استقبلت العربي بن مهيدي، واول مراه في وهران استقبلت مصطفى بن بولعيد. يعني عندنا جميلات وعندنا زعيمات. On en a d'ailleurs, je voulais arriver justement à la contribution de la femme. عندنا جميلات وبالخصوص في الولاية الخمسة وهران عمرهم ما يهضروا على جميلاتها وعلى نضالها. Et elle en a. Et comment c'est là? Et comment les inconnus, hélas, qui n'ont pas été pas reconnus, qui n'ont pas été dignes de leur nom. Voilà, on n'a pas été digne de les citer, de les citer. Eh bien, c'est l'occasion, Madame Jemouchi. C'est l'occasion. أنا أتوجه أولا، je m'adresse aux autorités oranaises de mettre, avant de donner un nom à une rue ou un institut, il faut d'abord étudier ce nom. Étudier l'histoire aussi. L'histoire de ce nom qui vous donne. On ne donne pas un nom d'une université à un bonhomme qui n'a jamais été à l'école. Ouais. Et on donne un nom à l'université Alem,
université, savant, mais ما نعطوهاش الجهل. Parce que déjà à l'université, c'est le savoir. Voilà. Eh bien, Madame Zemouchi, on va y aller tout de suite sur une autre question, puisque vous avez, on va dire, rejoint le maquis très jeune. Oui. Alors, parlez-nous un petit peu du déclic, justement, qui vous a poussé à rejoindre le maquis, et d'ailleurs, vous étiez très jeune. Oui, Antoine, le déclic, c'est mon père, rahimahullah, parce que nous avons vécu au milieu d'une famille. Du matin au soir غير يدخل ابي شوفوا فرنسا شي دارت شوفوا الجزائريين كي راهم شوفوا الجزائريات راهم يخدموا عند الاجنبيات شوفوا هذا ما كنا نسمعوا معلوم حنا صغار سجلنا هذاك الشيء نغرس فينا ولينا نحوسوا على هذه فرنسا كي نديروا لها اللي راهي ظلمتنا كامل. Comment faire pour se débarrasser de ce coup-là? Voilà. Et je suis rentrée à l'école Pasteur, l'école primaire Pasteur, Fendine Jdida, parce qu'on habitait Fendine Jdida. Et puis là, un jour, la directrice m'appelle, comme par hasard, elle m'a choisie. Après, j'ai su pourquoi. Gati Zemouchi, demain, le président de la République, Vincent Auriol, va venir à Oran. Et on t'a choisi pour lui donner le bouquet de fleurs. Et heureusement que je ne suis pas partie chez moi pour ne pas accuser mon père. Je lui ai dit, moi, donner un coup de... Madame, elle s'appelait Madame Patoureau. Alors, Madame Patoureau, vous allez me donner, moi, je lui ai dit, et puis après le bouquet de fleurs, on va chanter la Marseillaise. Alors, je n'admets pas, je ne suis pas française et je ne chante pas la Marseillaise. Depuis ce jour, bien sûr, les mauvaises notes. Ce n'était pas en rapport avec votre père, Rabbi Yarhamou? Avec cette question, non, elle m'a pris au dépourvu. Ah, d'accord, très Et bien. d'ailleurs, quand je suis rentrée à la maison, قلت لها سيدي شوف المديرة اش قالت لي، قالت لي قال لي بالغش حسبني، قلت لها وي، قال لي واش جاوبتيها؟ قلت لها اش قلت لها الحمد لله، قال لي يا رب اللي ما كنتش حاضر ولا كنتي جيتي باش وقعت عليك هذا السؤال. ايوا وفرح بهذاك الجواب تاعي، قال لي ضربك راني مهني. من بعد في هذاك المشوار قعدت تبعت القراءة. أنا بيان سور سابوتي et j'étais parmi des Algériennes, on n'était pas nombreuses. Ensuite on a passé le BEPC ensuite et on est rentré au lycée. Au lycée, il y avait d'ailleurs Yemna rahimahullah qui est une amie très sincère, Yemna Mahroug Ras, et en 56 le FLN a ordonné la grève. Nous étions en tout au lycée 5 ou 6, pas beaucoup. Et puis 3 ont fait la grève et les autres, parce que leurs parents étaient des fonctionnaires français, ils ont refusé la grève. Bon, après la grève, on a essayé de reprendre les cours, mais on nous a rejetés. Ah oui, c'est vrai. Alors là, j'ai commencé à piocher pour trouver une liaison du FLN ou de l'ALN. Et de bouche à oreille, des amis, l'alaqa nta'a al-marhoum abi et tout ça, j'ai pu arriver chez le Hadj Ben Allah rahimahullah, qui était en 56, qui était commissaire politique et qui était responsable du FLN de toute la wilaya 5. دخلت عنده وذاك الوقت أبي كان في السجن. Mon père était en prison. Il est sorti en liberté provisoire et comme il était poursuivi par la Main Rouge, le FLN a ordonné qu'il quitte Oran. Il a quitté Oran, enfin, avec des circonstances, bien sûr. Il a pris le maquis, il a fait tout le maquis de l'Oranie jusqu'à arriver au Houdoud, aux frontières marocaines. Entre-temps, Hadj Ben Allah a pensé à ma mère et mes sœurs. Il dit, on ne va pas les laisser ici, la France va les tuer. Il leur a fait des faux passeports et il m'a appelé au moment de faire des faux passeports. Il dit, Fatiha, voilà, nous allons faire des faux passeports à ta mère et tes frères. Donne-moi une photo pour faire un passeport. Pour aller où? Il dit, au Maroc. Je lui ai dit, non. اسمح لي يا سي بن علا انا ما نروحش للمغرب، بلادي الجزائر وراهي في حرب نقعد معاها نستشهد ولا نحضر الاستقلال. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. قال لي راكي متحققه؟ قلت له كل التحقيق وما نزيدش نعاود هذه الهضره، ما ندخلش للمغرب. كانت هكا الظروف. امي
وخواتاتي داروا لهم باسبورات وراحوا للمروك وانايا قعدت. كي قعدت قال لي راكي باغيه تطلعي للجيش؟ قلت له نعم. قال لي ما لا يلزمك ديري عمليات هنا في وهران في البلاد باش نشوفوا القوه نتاعك وين توصل ونبعثوك للجيش. قلت لها حاضر. سي كوم ان اكزامان. ان اكزامان فوالا. الوغ il l'a ramené rahimahullah شرفاوي علي. il avait 16 ans. شرفاوي علي بن علام لا بريزونتي قال لي هذا هو الولد اللي تخدمي معاه. خرجنا من ثم قال له غدوه عندك عمليه. الغدوه لو لوندومان سيتي بور tuer un traître. Alors قعد يفهم في que j'étais son garde-corps et que je voulais et que je le protégeais. Donc on est allé à l'endroit où il devait tuer le traître. On a vu l'endroit, il m'a dit voilà, moi je serai là et toi voilà, dans cet immeuble, c'est toujours Fendine Jdida, dans cet immeuble tu m'attends. Le lendemain, à 10 h du matin, on était sur le champ. Il a fait il a tué le traître, il est passé par l'immeuble où j'étais, il avait un blouson rouge, il a enlevé, il a mis le revolver dans le blouson rouge et il avait un autre blouson gris. Il m'a donné le blouson rouge, je suis partie et lui il est resté. C'était la preuve. J'avais peur. Jamais Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 17 ans. Mon Dieu. Et lui 16 ans. 16 ans. J'avais peur, non seulement de mourir, mais j'avais peur de ne pas réussir et comme on ne voit pas au maquis. يعني شوفي البنت الجزائريه 17 سنه فاش كانت تفكر؟ ما فكرت لا في عائله ولا في زواج ولا اي الوطن. استقلال الوطن وحرية. L'amour du pays, ça passe avant tout. C'est sacré. Donc on parle justement de maquisardes oranaises qui ont contribué à cette grande révolution. Donc on citera le nom de Zahra Ben Yahya. Rahimahallah. Zahra Ben Yahya, rahimahallah, c'était une grande dame de sacrifice, une grande dame d'amour pour la patrie. C'est une fille qui a pris le maquis en 57 et qui est restée au maquis jusqu'à l'indépendance. Du côté de la Dahara, je crois. Oui, si ma mémoire est bonne. Oui, voilà. Alors, c'était une fille qui n'a pas été ni arrêtée et elle a refusé aussi de rentrer au Maroc. On lui a proposé plusieurs fois, elle n'a pas voulu. D'ailleurs, quand elle est revenue du maquis, elle est revenue avec une angine de poitrine, un dos bossu. Et puis, quand elle nous racontait les anecdotes du maquis, et elle était infirmière. Infirmière, et d'abord, la volonté de Taha, rahimahullah, c'est que, après l'indépendance, elle a fait l'école d'infirmière Marie Feuillet jusqu'à avoir eu son diplôme d'anesthésiste. Et là, les sacrifices à l'hôpital d'Oran, tout le monde la connaissait. Elle et sa sœur Al-Houariya. Effectivement. Rahimahumullah. Ouais, alors aussi, on peut citer aussi Yamina Sharraka. Yamina Sharraka. Soumeya là, Fatima Sharraka. Il y a Fatima Sharraka et il y a aussi Yamina Sharraka, celle qui était justement qui était du côté de Temouchent. Ah, je connais Soumeya, Fatima, mais je ne connais pas Yamina. Très bien. Alors, mais quand même, on reste toujours dans le périple, le long périple, justement, du maquis de Fethi Hazm Mouchi. Donc, quelles sont on va dire, les opérations les plus difficiles que vous aviez à faire on va dire? Malheureusement pour moi, je ne suis pas restée longtemps au maquis. Pourquoi? Parce que de là au Oran, on nous a emmenés à Mostaganem, on nous a envoyés à Mostaganem. Et de Mostaganem, on nous a emmenés dans une ferme, Ain Tadlis, عند الطرش. ثم كان البيسي تاع الجيش تاع لا ولاية 5 كان الكوماندان مراد هو اللي مسؤول عليه. Alors, je suis allée au PC, nous sommes restés 4 jours et malheureusement le cinquième jour, on nous a averti qu'il y avait un ratissage.
Nous nous sommes sauvés, nous nous sommes déguisés, mais malheureusement, il y avait les hommes à la cagoule qui nous connaissaient. الشعب من ثم في وسط الشعبيات كل تاع هذيك الفيلم تاع الطرشية. Elles étaient très nombreuses. On était 5 مجاهدات, 5 جنديات. Il y avait خديجة خاطير, عمارية ورديغي, خديجة كبداني et نادية بغرنوط رحمها الله. هذه نادية بغرنوط باباها السي عبد القادر الله يرحمه était douanier. Et dans la caserne des douanes de Mostaganem, il abritait Simourad qui faisait des opérations à partir de la caserne des douanes. Et Simourad qui était, sa tête mise à prix à l'époque, 40 millions de francs. La France disait, elle a lancé des tracts, celui qui donnait même ou un signalement quelconque de Simourad, il sera récompensé. Donc on a été arrêtés et à la ferme, on nous a commencé les tortures. À la ferme même. D'abord, par الحاج أحمد الأطرش رحمه الله, عذبوه قدام نساه, قدام والديه, قدام باباه, قدام خاوته, عذبوه عذاب أليم وزادوا حصل ما نهضرش على العذاب تاعنا. Oui, bien sûr. Parce que c'est très douloureux d'ailleurs. Très douloureux. Alors parlez-nous un petit peu justement de l'importance de cette journée nationale qui correspond au 18 février. C'est la journée du martyr. Donc parlez-nous un petit peu de son importance aux yeux, surtout et l'impact qu'a cette journée sur la jeunesse algérienne. Vous qui étiez jeune, d'ailleurs pendant la Révolution, vous avez pris les armes, vous êtes monté sans peur. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la jeunesse algérienne? Eh bien, la jeunesse algérienne, j'en suis fière. Pourquoi? Parce que la jeunesse algérienne, qui goulou faqat, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Et un réveil qui fait plaisir à nous, les anciens. On voit la jeunesse, par exemple, dans les universités. On voit la jeunesse في l'armée, on voit la jeunesse في المدنية, في الجيش الأبيض. Tout ça, c'est notre fierté. Et c'était là le but de l'Algérie. C'était là le but du maquisard ou bien du fidèle. C'est de voir ces enfants, diplômés, grandir dans la liberté et dans la dignité surtout. Quand on voit un jeune ولد الاستقلال في الجيش ولا في الطب نقولوا الحمد لله يا ربي ما تعبناش باطل. ها هي الإجازة نتاعنا وها هو فوالا نوتر ديبلوم والإجازة نتاعنا. هذا هو اللي شجعنا باش نوصلوا إلى هذا الموصل ولو مازال l'Algérie a besoin encore de beaucoup de travail. Et en plus, on a un long chemin, justement, parce que l'Algérie est très jeune. Et on a un avenir radieux, Inch'Allah, avec l'Algérie Jedida. Oui, l'Algérie Jedida et surtout la jeunesse. La jeunesse, les vieux, nous comptons sur cette jeunesse digne d'être algérienne. Parce que être algérien, ce n'est pas facile. C'est vraiment être algérien de corps et âme. Effectivement. Il faut être, de ton cœur, tu dis je suis algérienne et je défends l'Algérie. Et on est fiers de l'être aussi. Et comment? On est très fiers d'appartenir à ce, on va dire, à ce peuple. Et comment? De millions de shahid uniquement déclarés. Alors ceux qui n'ont فايت يا بنيتي. Il y en a beaucoup plus parce que البادية اللي ماتوا فيها في الدواوين وهذيك ما ينعدوش ما نجموش نحسبوهم. أما لو قلت لك la jeunesse pour nous c'est notre fierté et notre orgueil. Je demande à mes enfants, je demande à mes filles d'être dignes d'être algériens, de sauver l'Algérie et surtout de ne pas tomber dans les erreurs. Les erreurs de l'étranger qui يغسلوا مخه ويقولوا لا وش لا الجزائر l'Algérie c'est ton pays là tu y vis et tu mourras ici. Ah ça c'est certain. Et ne la laisse pas tomber parce que si toi jeune tu la laisses tomber, elle n'a plus besoin de personne.
Effectivement. Alors, Madame Zemmouchi, on va revenir vers le passé. Juste un tout dernier témoignage de vous, justement. Alors, c'est le moment où vous avez su que votre papa a été assassiné. Eh bien, j'étais en prison. Et puis, un jour, au moment de nous donner la gamelle, la surveillante me dit, avait un papier à la main, me dit « Zemmouchi, vous avez une très bonne nouvelle ». Elle m'a donné, et Khadija Khatir, qui était à côté de moi, qui était élève de mon père, était à côté de moi. Elle est allée, elle savait que mon père était blessé, elle n'a pas voulu me le dire. Elle a pris le papier et je voyais qu'elle tremblait. Khadija قلت لها سيدي مات. طبقت بالبكاء وقعدت هي كان عندها صوت جميل قعدت تجود في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا. أنا في ذاك الوقت j'ai perdu conscience. J'ai perdu conscience et le lendemain je me suis réveillée, j'ai dit cette blessure que cette gardienne m'a blessée, il faut que je l'efface la blessure ما نخليهاش في قلبي. Le lendemain j'ai dit aux filles, elles m'ont vu comment j'étais, elles m'ont enlevé de la corvée. J'ai dit, moi, je fais rentrer la gamelle. La gamelle, c'était la chaîne indienne, et l'une passait la gamelle à l'autre jusqu'à la dernière. Alors, ma gamelle, c'est la dernière. Je suis restée la dernière à prendre la gamelle, et au moment de prendre la gamelle, j'ai tiré la gardienne du pied. Elle avait les clés de toutes les cellules, j'ai tiré des pieds, je lui ai donné des coups de clé, elle a commencé à crier. Et son mari, c'était le directeur de la prison. Alors elle est venue et il y avait justement à la prison, il y avait 2500 détenus politiques à la prison de Mostaganem. Alors ils sont venus et bien sûr, d'allouler la camisole de force ou d'achlouni fait la cellule. Et la cellule de Mostaganem, c'est une chambre d'ailleurs de, je crois, 1 mètre carré. Il y avait un escalier en ciment, un autre c'était pour d'oreiller, et le toit était conçu comme une bassine, où l'eau était là-bas, et toute la journée, partout où tu bougeais, il y avait la goutte d'eau. C'était psychique. La goutte d'eau qui tombait sur ton corps, alors que j'avais la camisole de force. Donc, ça m'a vraiment ébranlé, ça énerve, nuit et jour, la goutte d'eau, jusqu'au moment où elle a voulu. Je suis restée 47 jours en cellule et je suis montée avec les autres. Eh bien, j'espère qu'on va être, on va dire, digne justement de prendre, on va dire, le relais de ce que vous avez fait, Inch'Allah, Ya Rabbi. Donc, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et venir témoigner et venir aussi encourager la jeunesse algérienne à continuer à défendre l'Algérie et être là pour notre Algérie. Merci beaucoup. Un dernier mot. Oui, bien sûr, allez-y. J'envoie un bonjour de Maquisarde et de Moudjahida à toute la famille de Aïn al-Bayda, de Annaba, d'Alger, de Constantine. Leur souhaite, j'espère que je ne les ai pas déçus parce que je leur ai demandé de me voir. Et je leur souhaite, Inch'Allah, longue vie. J'aimerais bien. Alors, j'espère que notre réalisateur ne va pas me dire non, reste à ta place. Ah non. Merci, merci pour la télévision algérienne. Beaucoup. Alors, et sans plus tarder, eh bien, on va y aller tout de suite, justement, découvrir un grand nom de la révolution algérienne. Eh bien, c'est un sujet signé Selim Skandar, eh bien, concernant un grand maquisard de la cause algérienne. Eh bien, on citerait Fernand Yveton. Je t'écris ces quelques lignes pour te faire savoir combien je pense à toi en ce jour. J'ai eu un peu le cafard, mais à présent tout va très bien. Et mon moral Mon est tendre amour, je termine ici ma lettre dans l'espoir de te lire bientôt, car pour moi, tes lettres sont un bon doping. Aussi, je t'embrasse du plus profond de mon cœur. L'Algérie était entrée en guerre. Il fallait ouvrir les yeux.
affronter la réalité et cesser de craindre l'affrontement. Je considère l'Algérie comme ma patrie. Je considère que je dois avoir à son égard les mêmes devoirs que tous ses fils. Au moment où le peuple algérien s'est levé pour libérer son sol national du joug colonialiste, ma place est aux côtés de ceux qui ont engagé le combat libérateur. T'es un Français. Ils vont te laisser la vie sauve. Non, je suis un Algérien. Puis le coq a chanté. Ce matin, ils ont osé. Ils ont osé vous assassiner. En nos corps fortifiés, que vivre notre idéal et vos sangs entremêlés, pour que demain, ils n'osent plus. Ils n'osent plus nous assassiner. Il avait 30 ans quand Fernand Yveton, ouvrier communiste intégré au FLN, a posé une bombe dans son usine à Bellecour. Interpellé, torturé et condamné à la peine capitale, il sera exécuté le matin du 11 février 1957, restant dans l'histoire comme le seul Algérien d'origine européenne guillotiné de la guerre d'Algérie. La vie d'un homme, la mienne, compte peu. Ce qui compte, c'est l'Algérie, son avenir. Et l'Algérie sera libre demain. Eh bien, merci à Salim Skandar de nous avoir fait ce beau sujet et merci aussi au service de l'infographie à leur tête, Khaled Ouadah. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir on va dire, aider à réaliser ce beau sujet. Merci, merci. Donc, et sans plus tarder, eh bien, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales et je suis en compagnie avec Monsieur Kouidri Mohamed. Alors, vous êtes professeur à l'université Oran 2. Alors, vous êtes sociologue, démographe et chercheur. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Alors, vos recherches sont basées beaucoup plus sur le bilan de la colonisation indépendante. La colonisation, de la colonisation comparée à la période d'indépendance. Exactement, et le développement humain en Algérie. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Alors, l'idée est partie, l'idée de cette recherche est partie de la loi sur ce qui a été appelé le bienfait colonial, qui est passé en France en 2005. Et cette loi donc laissait entendre que la colonisation a quand même été bénéfique en Algérie, en Afrique du Nord, mais spécialement en Algérie. Et d'abord, il y a eu des chercheurs français, historiens par exemple, sociologues, qui se sont levés contre cette loi parce qu'ils ont dit, dans nos recherches, on n'a pas trouvé tellement de bienfaits. Et donc, ça a interpellé du coup les chercheurs algériens. S'il y a des Français anticolonialistes, bien sûr, qui sont contre cette loi, donc, a fortiori, les Algériens devraient au moins manifester leur intérêt pour cette question. Et c'est ce qui m'a poussé à faire des recherches sur la base des informations statistiques françaises, pour qu'on ne me dise pas que ce sont des informations statistiques algériennes, traficotées, etc. Donc, toutes mes références, dommage qu'on ne puisse pas... avoir les images. Avoir les images de toutes... Sur un autre Bonjour d'Algérie. D'accord, pourquoi pas. Eh bien, on va rattraper le coup. Voilà, espérons qu'on va rattraper le coup parce que le téléspectateur aurait été vraiment mieux instruit avec tous les résultats. Tous les résultats de... Bon, je suis pédagogue, j'enseigne, je sais que c'est beaucoup plus important de projeter un dessin bien fait, vaut mieux que 1000 discours. Effectivement, voilà. Monsieur, effectivement. Voilà. Et donc, bon, je suis parti de cette idée. Alors, je me suis dit, bon, on parle de bienfaits de la colonisation et cette idée m'a été aussi suggérée par une intervention. Un jour, je faisais une conférence un peu sur les questions de la famille, le développement social. Et il y avait un médecin qui s'est levé en me disant « Monsieur, vous faites toujours référence à la colonisation
Et pourtant, vous avez l'Allemagne, l'exemple de l'Allemagne, elle a été détruite pendant la guerre mondiale. Et voyez aujourd'hui comment elle est. Alors pourquoi nous, on ne fait pas comme eux? Eh bien, j'ai dit, vous avez pris le meilleur exemple, parce que l'Allemagne, pendant les 2 guerres mondiales, elle a été détruite. Qu'est-ce qui a été détruit? Les villes, les routes, les ports, les infrastructures. Mais l'homme allemand, il n'a pas été détruit. Il était déjà construit et il a continué à construire beaucoup plus fort. Alors que l'Algérien, pendant 6 générations, il a été détruit, l'homme, dans ce qu'on appelle le développement humain, et qui est basé essentiellement sur la santé, bien sûr, et l'éducation. Et donc, dans cette étude, je démontre, avec des données statistiques françaises, que pendant toute la période de la colonisation, l'œuvre coloniale, qu'on ne dise pas, parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, des colonialistes, qui ont dit non, c'est les Algériens qui ne voulaient pas apprendre, qui ne voulaient pas aller à l'école française. Ils ont été empêchés quand même d'aller à l'école. Ben oui, voilà, ils ont été empêchés. Puisque, par exemple, dans l'étude, j'ai retrouvé des archives disant que pour ouvrir une école coranique, une école musulmane, il fallait avoir l'autorisation du commandant de secteur militaire. Très bien. Alors que pour les autres confessions, il n'y avait pas d'autorisation. Effectivement. Et c'était pour interdire. Alors, on revient toujours vers le 18 février, la journée nationale du martyr, du Shahid, donc qui a un impact vraiment très, très important sur les Algériens et la jeunesse algérienne. Alors, vous, en tant que chercheur, quel est votre regard sur le 18 février et son impact? Le regard, il est d'abord, vous avez devant vous le plus bel exemple du produit du Shahid. Il a donné son sang, sa vie, et son fils, il est devant vous, qui est né sous une tente, n'est-ce pas, et qui est devenu professeur. Eh bien voilà. Ça c'est le plus bel exemple qu'on peut donner du sacrifice. Le plus beau témoignage aussi. Le plus beau témoignage, bien sûr. Vous êtes enfant de Shahid. Bien sûr. Donc parlez-nous un petit peu de votre père, qui a donné quand même de sa vie et qui a laissé tomber, on va dire, sa famille pour l'amour de sa patrie, pour l'amour de son pays. Et c'est ce qui m'a tenu en vie, et c'est ce qui m'a aidé à faire mes études, c'est ce qui m'a aidé malgré tous les obstacles, n'est-ce pas, de la vie. Et vous devinez un peu, on a été recueillis dans les centres d'enfants de Chouhada par le premier président de la République. Il y avait un centre ici à Oran, là où il y a l'hôpital Hassi, à Alger aussi, à Constantine, pour regrouper les enfants de Shahid. Et c'est comme ça qu'on a commencé un peu à apprendre à aller à l'école. Et donc, en même temps, pour moi, c'est une journée de recueillement pour se rappeler un peu comment on est là. Et de quelle façon on est arrivé à ça? De quelle façon on est en train de vivre notre liberté? Et comment on est passé... et quels sont les sacrifices? Voilà, dans l'étude que j'ai menée, comment on est passé d'un peuple d'indigènes, entre guillemets, sous-alimentés, malnutris, ignorants. Nous sommes tombés dans l'ignorance, alors que nous avions le taux d'alphabétisme, d'alphabétisation en Algérie en 1830, il était supérieur à celui des Français. Alors on a pu quand même, on a relevé le défi là. Bien sûr, et quel défi! Et quel défi, effectivement! Puisque nous sommes, par rapport à l'indicateur de développement humain, nous sommes parmi les premiers pays maintenant. Effectivement. Alors que nous avions, vous savez, l'ex-ministre des Affaires étrangères français, Claude Chesson, disait en 1995 à Jnal Mithaq, il disait dans une conférence, il disait que la France devrait avoir honte d'avoir légué à l'Algérie 93% d'analphabètes.
nous étions presque totalement analphabètes. Et puis, je ne vous parle pas de la pauvreté. Sous le seuil de la pauvreté, c'était pratiquement plus de 90% de la population. Et aujourd'hui, ces deux indicateurs, par exemple, vous allez les voir, eh ben, nous sommes parmi les premiers pays, parmi les pays qui sont de notre envergure, quoi. Je vais dire les pays émergents, voilà. Tout est à notre honneur. Bien sûr. Et ça continue. Et ça continue, heureusement. Et ça continue, justement, parce que la jeunesse algérienne ne va pas s'arrêter là, et elle ne s'arrête pas là, parce qu'on voit quand même des érudits. Bien sûr. Et très jeunes. Très jeunes. Bien sûr, et je vous ai suivi là, avec la Moujahida, la Maquisarde. Et effectivement, elle avait raison de dire que c'est toujours la jeunesse qui redonne l'espoir. Hier, nos parents, ils étaient jeunes quand ils se sont soulevés. Il avait à peine la trentaine. Voilà, et aujourd'hui, nos enfants, ils sont jeunes qui se sont soulevés contre... Bon, pour faire avancer encore plus la roue, hein, n'est-ce pas? Effectivement. Parce que moi, je considère que le 22 février, etc., c'est pour donner un bon coup d'appui. Pour continuer, avec l'Algérie Jadida. Bien sûr, nous avons beaucoup réalisé et nous espérons qu'avec la nouvelle Algérie, ça va être encore plus... Parce que on a déjà le parfum de la nouvelle Algérie. Bien sûr, les jeunes générations, quand on parle de développement humain, les jeunes générations, du point de vue du développement humain, ils sont meilleurs que leurs parents et leurs parents que leurs parents. Parce qu'ils ont appris du passé. Ils ont appris du passé. Ils ont été à l'école, tout simplement. Ils ont été à l'école. Ils ont été mieux nourris, mieux nutris, mieux soignés. Et donc, même au point de vue anthropométrique, n'est-ce pas? La taille, le poids à la naissance, etc. Tout ça, et ça a beaucoup amélioré avec le témoignage de l'OMS et de l'UNICEF. Très bien, donc merci M. Rouidi Mohamed, ce fut un plaisir que de partager avec vous ce moment. C'est moi qui vous remercie. Où on a un petit peu abordé le sujet du 18 février. C'est une journée mémorable et ancrée, on va dire, dans la mémoire de tous les Algériens. Oui, et ce qui fait plaisir, si vous permettez, puisqu'on parlait de jeunesse, c'est cette jeunesse qui n'a pas oublié. Elle n'oubliera pas. Certains pensaient que la jeunesse allait oublier l'histoire de son pays, les chouhada. Non. D'ailleurs, si on discute avec eux, alors c'est le 1er novembre, le 5 juillet, le 19 mars. D'ailleurs, hier, j'ai rencontré un jeune de à peine 16-17 ans. Il n'a pas encore son bac. D'ailleurs, il est en 2e année secondaire. Et là, il me dit, le 19 mars, c'est la vraie indépendance. Voilà. Et là, franchement, ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis dit, tiens, un jeune de 16 ans qui se rend compte qu'il y a eu un cessez-le-feu le 19 mars et il connaît sa signification. Tout à fait. Et là, donc, on voit quand même que l'Algérie va très, très bien, alhamdoulilah. Donc, merci. Alors, c'est moi qui vous remercie. Sans plus tarder, on vous offre une très belle chanson interprétée par le groupe Jeans et on se retrouve juste après. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les à faire.
bien voilà, je crois qu'on est en train de voir un petit peu l'état d'avancement justement du beau tableau réalisé par le jeune artiste plasticien Zenasni Boujema. Alors, où en êtes-vous, Zenasni Boujema? Presque fini. Presque fini. Oui. Allah yatik saha. Vraiment. Et là, je suis en compagnie avec un autre artiste, justement, du groupe Jeans. Eh bien, c'est Faisal El Hachmi. Bonjour. Bonjour Imen, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, surtout. Donc, c'est toujours un plaisir. Eh bien, le plaisir vraiment est partagé parce qu'on a vu quand même une très très belle musique interprétée par Faisal. Alors, mais vous avez un style musical tout autre en fait. Donc, on a vu aussi, on sait que vous vous intéressez à la chanson patriotique. Très bien. Mais cette chanson patriotique, vous l'avez un petit peu modernisée et lui avoir mis une touche propre à vous. Alors, parlez-nous un petit peu de ce penchant, justement. Donc, on essaie toujours de créer une nouvelle version. Donc, depuis qu'on était petit, par exemple, Min Ajlika Ishna Ya Watani, c'est une chanson extraordinaire. Donc, qu'on écoutait quand on a la chair de poule, on aimait beaucoup. Et qui nous donne les larmes aux yeux aussi. Bien sûr, jusqu'à présent. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas essayer de faire une nouvelle version avec le groupe, c'est-à-dire une guitare électrique, un piano. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a réalisé. Par la suite, on a posté notre clip sur YouTube et alhamdoulilah, les gens ont beaucoup aimé. Oui, justement, parce que vous avez mis une touche rock. Rock oriental aussi. C'est-à-dire on essaie toujours de mettre la touche personnelle dans le groupe. Très bien. Alors, depuis quand existe le groupe Jeans? Depuis environ plus de 10 ans. En 2007, il a été créé. Donc, c'est un batteur, Selim, qu'on salue. Le pianiste, c'est Youssef et Mohamed, c'est le bassiste. Et moi, bien sûr, qui est le guitariste, chanteur du groupe. Alors, comment se fait-il que vous avez eu cette ingénieuse idée de créer un groupe où, au moment où chaque personne et chaque artiste, jeune artiste, voulait émerger tout seul dans ce domaine, on va dire, artistique? C'est-à-dire qu'on était très influencé par, on était un groupe de jeunes, on était influencé par Jimi Hendrix, Joe Satriani, Steve Vai, c'est des légendes. Le groupe s'inspire beaucoup de Dire Straits aussi, des Pink Floyd. Et on s'est dit pourquoi ne pas essayer de former un groupe de rock. Vous avez haussé la barre, hein? C'est-à-dire qu'on a essayé de faire quelque chose avec justement cette belle musique algérienne. Et on a essayé aussi de créer notre répertoire, nos compositions. On a fait plusieurs chansons patriotiques telles que Jazairi et Bladi. Donc Jazairi, où on dit Yarfa rasek maksh min wala, Dziri hur, ahlek rjala, shuyukh shbab, nsaw rjala min jed jdoudek, ما هم جهلاء من مغنية لولاد القلم الصحراء لبلاد جبالة يكرموا الضيف فحولة ورجالة رواح رواح حنا ولاد الرجال. Nishan, فحولة ورجالة. Vous vous êtes pas trompé. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu, on va dire là en a cappella, fredonner cette belle chanson? Je préfère pas parce que je chante mieux en groupe, on va dire. Ah d'accord, vous avez peur? Non. Mais je chante mieux en groupe, donc voilà. Je chante avec vous, il n'y a pas de problème. Non, je peux pas. Je vais être sincère avec vous. Oui. Wallah, je peux pas parce que j'ai eu l'habitude de jouer en groupe avec de la guitare. Avec l'aide de la donc je préfère pas. D'ailleurs, on voit, là, vous avez une guitare. Oui. C'est un souvenir d'un ami très proche. Très bien. Oui. Alors, on revient justement au style musical, au moment où les jeunes s'intéressent au rail, s'intéressent, on va dire, à la chanson algérienne. Oui. Vous vous êtes inspiré justement de grands noms justement de la chanson internationale, mais aussi vous avez eu un penchant vers la chanson patriotique. Donc, parlez-nous un petit peu de ce métissage des deux styles. Comment il vous est venu comme ça? Est-ce que vous avez réfléchi à ça ou alors c'est venu comme ça? Les deux. Depuis que j'étais petit, je voulais apprendre le solfège et mieux comprendre les tablatures. Donc voilà, j'ai fait quelques cours chez Monsieur Malik Hannouch, que j'embrasse. Et donc je me suis penché et essayé de mieux comprendre et d'apprendre surtout d'autres styles tels que le blues, le jazz, le flamenco, mais surtout le rock. Et on a essayé de mélanger un petit peu tout ça
avec de la musique algérienne. Et comme la musique, c'est un océan, c'est une grande bibliothèque, c'est-à-dire qu'il fallait absolument enrichir notre répertoire. Il n'y a pas de limite dans la musique à lui, il n'y a pas de limite. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Par la suite, on a essayé de poster quelques clips sur YouTube pour voir un petit peu la réaction des gens. Voilà, et alhamdoulilah, les gens ont beaucoup aimé, c'est ce qui nous a encouragés à produire et à en faire plus. On est à la 58e vidéo, je crois, sur YouTube et alhamdoulilah, ça... Est-ce que vous avez fait un album? Oui, on a c'est-à-dire qu'il n'est pas encore commercialisé. On a à peu près une quarantaine de chansons, 20 déjà enregistrées, mais qui ne sont pas encore sur le marché, tout simplement parce que... C'est-à-dire que cette crise a un petit peu freiné petit peu les productions, la production de l'album. Très bien. Alors, Faisal El Hachmi, alors on vous a découvert en tant qu'artiste. Et là, on va vous découvrir quelle est votre formation, justement. C'est-à-dire que comme j'ai un doctorat en biologie, j'enseigne à l'université de Lusto. Donc, je salue mes étudiants. Donc, je fais tout ce qui est hygiène et sécurité dans le laboratoire, mécanisme d'action des xénobiotiques, etc. Donc tout ce qui est prévention, on va dire, des produits chimiques. Très bien. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Eh bien, on espère vous réinviter ici et vous revoir ici sur ce même plateau avec votre guitare. Inch'Allah, avec grand plaisir. Merci. Alors, quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end et à jeudi prochain, Inch'Allah, avec d'autres invités, d'autres sujets. Au revoir.